Voilà. Bien, donc c'est à moi de démarrer pour vous faire rapidement une présentation de la PTH pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je vais laisser, c'est Fabrice qui a la maîtrise de la projection, donc je le laisse passer voilà, pour vous dire qui nous sommes. Donc la PTH, donc un organisme de formation qui est spécialisé dans les marchandises dangereuses, qui existe depuis maintenant 45 ans, euh, qui intervient sur les formations des conducteurs. À ce titre, nous avons été la première entité qui a été agréée par le ministère des Transports pour dispenser ces formations selon le chapitre ADR 8.2, c'est-à-dire pour les destinés aux conducteurs. Et troisième point que j'ai oublié, voilà, et une référence bien sûr dans la formation professionnelle, mais surtout, je dirais, dans la formation professionnelle du transport de marchandises dangereuses. Nos points importants. Nous sommes donc spécialistes dans ce domaine de la matière dangereuse. Nous intervenons. L'objectif, c'est bien sûr, de prévenir les risques du transport de marchandises. C'est bien l'objectif de cette formation, de nos formations, et c'est aussi, d'une certaine manière, l'objectif de ce webinaire que nous allons faire ensemble, puisque le but, c'est de vous apporter un certain nombre d'éléments qui vous permettront de mieux comprendre comment on peut prévenir les risques du transport de marchandises dangereuses. Et enfin, de proposer des solutions innovantes, et nous allons y venir dans la slide suivante, à savoir que l'APTH intervient donc à peu près sur 5 grands thématiques qui sont la formation des conseillers à la sécurité, la formation ADR 8.2, comme je vous l'ai dit, la formation 1.3, mais aussi la formation de formateurs. Alors là, c'est essentiellement des formations que nous dispensons sur un centre que nous avons au Creusot, dans le 71, où nous dispensons beaucoup de formations de formateurs et aussi des formations de formateurs, y compris pour la FCO, la formation continuée, les moniteurs FCO. Et enfin, bien sûr, sur ce centre, des formations pratiques où les gens peuvent, en montant dans les véhicules lourds, s'entraîner à la conduite préventive, à la conduite économique, entre autres. Et voilà. Nos moyens pédagogiques, eh bien, écoutez, nous faisons appel à tous les moyens qui sont aujourd'hui mis à notre disposition, à savoir, bien sûr, les formations inter en présentiel, les formations intra en présentiel ou les formations en classe virtuelle, c'est-à-dire que l'on peut décliner les formations inter-entreprises et les formations intra en classe virtuelle. Alors, pas pour toutes les formations, bien entendu, pour certaines, et là, faites aussi, nous agissons en tant que conseil auprès de nos clients pour leur dire, attendez, parfois, tout n'est pas faisable en virtuel ou en e-learning, bien sûr, tout n'est pas faisable en virtuel ou en e-learning. Il faut parfois mieux préférer l'inter ou l'intra en présentiel. Et enfin, nous avons donc des formations très pratiques sur notre centre technique, qui est donc le cinquième élément de nos moyens pédagogiques. Et donc maintenant, après cette rapide présentation, je vais donc passer la parole à Fabrice Charlot. Je te laisse le soin d'ouvrir les hostilités. Vas-y, à toi. Merci, monsieur Dominique. Bonjour à tous. Donc, certaines personnes me connaissent peut-être déjà, puisqu'ils ont dû subir les affres de la formation de conseiller pour lesquelles j'enseigne assez régulièrement. Donc, rapidement, moi, je travaille à la PTH depuis 20 ans. Conseiller sécurité, tout mode, toute classe, IATA, toute classe, IMDG, toute classe. J'interviens à peu près sur toutes les formations d'experts à la PTH depuis 20 ans maintenant. Donc, on va faire une petite présentation sur les exemptions, en sachant que le focus va être mis sur le 1.1.3, hein, puisque je rappelle que dans l'ADR, les exemptions sont au 1.1.3, mais je rappellerai, quand on va commencer à dérouler les slides, qu'il y a quand même d'autres exemptions un peu ailleurs, qu'il ne faudra pas oublier et qu'on ne retrouve pas nécessairement au 1.1.3. Mais la base quand même de travail, ça va rester le 1.1.3 avec des focus particuliers sur le 1.1.3.4 où on trouve 3 exemptions
qui sont les dispositions spéciales, les quantités limitées, les quantités acceptées, et le 1136 qui effectivement est quotidien et pose quelques questions concernant son application, avec une grosse modification cette année, notamment pour les gens qui font de la classe 1, puisqu'on a une modification de l'application de la sûreté pour les matières de la classe 1 qui, moi, me paraît important pour les gens qui font effectivement les matières explosives, que ce soit des classiques, des explosifs classiques ou même les explosifs en 1,4S, puisqu'on va retrouver des 1,4S sur des plans de sûreté qui vont être difficiles à manipuler puisqu'on est sous un 1,3,6 et en même temps sous plan de sûreté. Donc voilà pour la petite présentation, en sachant que toutes les questions sont les bienvenues. Comme l'a dit Dominique, on va éviter de les poser au fur et à mesure parce que ça risque d'être compliqué à gérer. Par contre, Dominique fera le point. Il me dira à la fin de chaque chapitre, il me dira, attends, on prendra du temps, le temps qu'il faut hein, pour répondre aux interrogations. Bon, j'ai les textes sous les yeux, hein, donc ça posera pas de souci. Et on se tiendra à 2 heures maximum, hein, puisque effectivement, après, il y a peut-être des personnes qui ont d'autres réunions ou d'autres choses à faire. Donc voilà pour la présentation générale, hein. Donc les exemptions, je rappelle que c'est des cas particuliers qu'on retrouve dans l'ADR. Alors il y a on va faire 2 grands groupes d'exemptions qui résument plus ou moins ce qu'on trouve, hein. C'est les exemptions totales, les exemptions qu'on va appeler partielles, parce qu'on on va appliquer encore une partie de l'ADR sur ces exemptions. Il y a certains chapitres qui vont être très courts, sur lesquels on aura peu appliqué, type 553, et d'autres chapitres qui vont être un peu plus longs, comme les quantités limitées, ou qu'on a des renvois vers d'autres chapitres, notamment par exemple pour les codes tunnels et puis pour la construction des emballages, puisqu'on appliquera le 614. Donc, pour ça, voilà les 2 types d'exemples longs, option partielle qu'on peut avoir. La première petite partie d'exemption qu'on avait, si on reprend ce qu'on a dit, hein, on a 6 dispenses totales et 3 dispenses partielles, hein. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Partiel, ça veut dire on applique une partie d'ADR avec des particularités techniques plus ou moins importantes. Donc si on reprend effectivement les dispenses totales, donc les dispenses partielles, on va traiter le 1134, le 1136, et derrière on va traiter rapidement le 1139 parce que en fait on le retrouve dans le chapitre 113, ce 1139, mais il nous renvoie vers le chapitre 553, transport effectivement de matière sous gaz ou la classification du 1845 qu'on va avoir ici au 139. Alors 1845 étant le CO2 solide, hein, puisque pour ceux qui ont une idée de l'historique de l'ADR, il y a pas si longtemps, de mémoire, ça va être 2019 ou 2021, donc plutôt 2019, où on a la classification du 1845. Avant, il était non classé dans l'ADR. Aujourd'hui, il est sous 553. Alors, pour ceux qui font l'IATA, vous savez qu'il est classé en classe 9 pour le IATA. Donc voilà les exemptions totales. J'en prendrai d'autres après qui ne sont pas dans le 1.3 pour vous rappeler que quand on parle d'exemption, il faut bien regarder de quoi on parle et si on parle d'une matière ou d'une classe particulière. Alors pour un conseiller sécurité, quand on nous demande, nous, de faire d'abord un transport, la première chose que je fais, c'est que, bah, comme conseiller sécurité déclaré, je regarde si je peux pas appliquer les exemptions. Alors, pour les exemptions totales, on va reprendre l'idée. La première, c'est la nature du transport, le 1131. Alors la première, 1131, bon, c'est relativement simple, hein. C'est vous, à titre personnel, l'ADR vous permet de transporter des matières dangereuses
dans votre véhicule personnel, sous condition que ça soit à usage domestique et emballé pour le particulier. Il y a qu'une limite pour les produits de la classe 3. On vous dit que vous devez pas dépasser 240 litres en tout et 60 litres par emballage unitaire. Voilà. Alors, la plus intéressante dans ce 1131, c'est notamment le 1131 petit c. Ça, c'est une particularité, notamment pour c'est celle qui nous parle d'approvisionnement de chantier, de bâtiments et de génie civil. Donc c'est celle qui va permettre effectivement à un artisan, à une entreprise de TP, de pouvoir, amener, des matières dangereuses, sur le chantier pour approvisionner effectivement, soit, une machine, soit effectivement des gens des artisans ou des gens qui vont travailler, en n'étant pas soumis du tout à la réglementation. En rappelant toutefois quand même que, il y a 2 règles, hein. La première règle, c'est que ça ne s'applique pas à la classe 7, donc pas de question d'y mettre, des matières radioactives, au titre de la classe 7, hein, parce qu'on trouve des matières radioactives ailleurs. Et deuxièmement, bien sûr, le classique en ADR, il faut que, toutes les mesures de sécurité soient prises en compte pour éviter une fuite ou un incident, hein, dans les conditions normales de transport, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre n'importe quoi, pour transporter la matière dangereuse, que ce soit, effectivement au titre du transport, particulier ou l'approvisionnement de chantier. L'ADR précise quand même que vous devez, prendre les précautions maximum pour pas qu'il y ait d'incident. Si vous me prenez transporter, par exemple, du carburant dans une bouteille d'essence à titre personnel pour le ramener chez vous et que ça finit dans le coffre et que ça déclenche un incendie, bah, vous n'êtes pas conforme à l'ADR. Voilà pour le 1.3. Pour le 1.1.3.2, bon classique, transport de gaz. Alors c'est pas les bouteilles de gaz, c'est bien sûr le gaz pour faire fonctionner les véhicules ou les appareils du véhicule. On va retrouver les modifications qui sont apparues depuis qu'on a les véhicules lourds qui fonctionnent au gaz. On a un tableau d'équivalence au 1.3.2 qui me permet de faire une équivalence avec le 1.1.3, 3, bah, c'est pas un 10, c'est un 3 d'ailleurs, j'ai laissé passer, j'aurais dû le voir. Transport de carburant liquide, c'est le 1.1.3.3, puisque les 2, ça représente à peu près la même chose. C'est, transport de carburant ou transport de gaz pour faire fonctionner le véhicule, principalement. Voilà pour ces 2-là, avec des limites techniques, notamment pour le transport de produits pour faire fonctionner le véhicule. Et après au 1.3.2, on a encore quelques bricoles comme, les denrées alimentaires, hein. Si vous achetez, des boissons dans lesquelles on a du gaz, du CO2, bah, on considère que ces boissons le gaz contenu dans les denrées alimentaires ne sont pas soumis à la réglementation. Si on continue, donc le 1.1.3.4 et le 1.1.3.6, on va le détailler. Après, donc je vais pas m'étendre dessus. On a le 1.1.3.5, alors qui est une toute petite phrase, mais qui est quand même relativement difficilement applicable, puisque l'ADR vous dit, les emballages vides, non nettoyés ayant renfermé des matières de la classe 2, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les dangers éventuels. Les dangers sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. Donc c'est quand même relativement compliqué, d'éliminer les dangers sans un nettoyage. Ça se fait, on a des exemples techniques qui se font, mais c'est quand même assez rare. C'est une partie de l'ADR, des exemptions, qui est quand même peu utilisée. Donc 1.1.3.4, 1.1.3.6, on fera un détail technique dessus, notamment sur le 1.3.6 et son application. Après, on va retrouver, bien sûr, les exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique. Bon, bah, alors là, on va rappeler qu'il s'agit, principalement, on va parler des piles au lithium que vous avez en photo, piles au lithium qu'on va retrouver, bah, dans les téléphones portables, dans les ordinateurs et puis dans les véhicules électriques, bien sûr,
hein. Donc, quand ils sont utilisés pour le transport, on va avoir une exemption ou quand alors là, par contre, quand ils sont utilisés dans les colis, j'en parlerai tout à l'heure, particuliers, comme des engins de tranchage ou les enregistreurs de données, on va être sous 554. Ça veut dire qu'il y a 3 lignes de l'ADR appliquées parce que le 554, il est très court. Il est apparu celui-là en 2021 dans l'ADR. Et enfin, pour terminer, ces exemptions totales au titre du 1.3, après je m'étendrai sur d'autres exemptions qu'on peut avoir ailleurs. On a le transport des lampes qui contiennent, de la matière dangereuse. Bon, principalement, on va avoir, des lampes qui vont contenir du gaz et on a un chapitre complet qui vous explique dans quel cas on peut effectivement exempter les lampes, hein, tant qu'elles ne contiennent pas de matière radioactive. Donc voilà pour au titre du 1.3, toutes les exemptions que vous pouvez trouver et qui sont, alors entre guillemets «des exemptions totales». On peut ajouter d'autres choses. Alors ça, c'est un peu plus technique, mais on est plus dans le chapitre 1.3. Il faut aller chercher ailleurs, et je vais en faire mention parce qu'il s'agit d'exemptions particulières, qu'on doit aller chercher quand on a besoin et qu'on ne trouve pas nécessairement au 1.3. Alors la première exemption, ça va être celle des liquides visqueux. Au titre, dans liquide inflammable visqueux au titre de la classe 3. Donc au titre de la classe 3, on a le 2.2.3.1.5.2 qui nous permet de transporter certains liquides visqueux qui vont être dangereux pour l'environnement sans appliquer les prescriptions d'ADR. Donc ça, c'est pour certains liquides visqueux qu'on retrouve effectivement avec des caractéristiques techniques particulières dans la classe 3 au 2.2.3.1.5.2. Après, on a une deuxième série, toujours dans des classes particulières. Euh, on a une série qui va se retrouver au 2.2.62.1.5. Alors là, on est dans les matières infectieuses. Et dans les matières infectieuses, on a toute une liste de matières qui vont être exemptées au titre du 6.2. Et là, par exemple, hein, je vous donne un exemple tout simple, hein, on a le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis pour des transfusions ou la préparation de produits sanguins. Alors, on est sur des produits sanguins, on aurait pu être classé effectivement en 3373. Là, l'ADR vous dit non, non. Alors, il y a une liste complète, hein, de matières qui me permettent de transporter des matières de la classe 6.2 qui sont exemptées de la classification et donc de l'ADR. Ensuite, on a encore sur la classe 9, on a 3 exemptions particulières. On a l'exemption pour les PCB et les PCT qui nous permet, si on a effectivement une teneur en PCB ou en PCD inférieure ou égale à 50 milligrammes par kilo, on exclut la disposition de l'ADR. Ensuite, toujours dans la même partie de l'ADR, à la partie 9, on a le 2.2.9.1.11. On a un petit nota pour les OGM et les MOGM qui sont autorisés par l'autorité compétente, qui ne seront pas classés non plus. Et enfin, toujours au titre des classes, on a le 2.2.9.1.14, un nota qui me donne une liste de produits de la classe 9 qui sont classés, donc ils ont un numéro nu, mais qui ne sont pas soumises. Donc voilà pour les produits génériques, effectivement, au titre de l'ADR, sur des exemptions, alors «totales» entre guillemets, parce que ce terme de «total» me j'aime toujours moi, puisqu'en fait, on a au minimum des règles de sécurité à appliquer, hein. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre n'importe quel emballage pour mettre une matière dangereuse sous prétexte que, l'ADR dit que je suis exempté. On est exempté bien sûr sous condition d'appliquer les mesures de sécurité minimales. Alors et enfin après, pour finir, toujours dans ces exemptions,
on en a deux particulières qui ce coup-ci ne sont pas dans l'ADR, mais dans l'arrêté TMD. On a l'exemption au titre de l'activité agricole qui va se retrouver à l'annexe 1 en paragraphe 3.3 et une exemption au titre du déchet hospitalier que vous retrouvez toujours à l'annexe 1, paragraphe 2.5.1 de l'arrêté TMD. Donc, c'est l'exemption qui permet aux producteurs de déchets de transporter dans un véhicule parcelle ou un véhicule de service 15 kg du N3291 sans être soumis au règlement du transport matière dangereuse par route. Donc, voilà, je vous ai fait un petit tour général des points où on peut effectivement trouver d'exemption dans le texte réglementaire ADR arrêté TMD. Donc là, alors un exemple général, celui qu'on retrouve assez souvent, sur lequel on a beaucoup de questions, c'est le cas des piles au lithium. Là, on est dans l'exemption du 1.1.3.4, puisque le cas des piles au lithium, va évoquer la disposition spéciale 188. Donc celle-là, c'est celle qu'on va retrouver au 3.3, qui vient de la colonne 6 du tableau A et qui vient du 1.1.3.4 petit 1 pour être précis. On reste dans le cas des exemptions de l'ADR. Donc, c'est un exemple d'exemption des batteries au lithium, hein. Effectivement, pour ceux qui l'utilisent, ils connaissent bien cette exemption des S188, puisque au maximum, notamment pour les batteries lithium qui sont neuves, les engins qui contiennent des batteries au lithium neufs, on essaie de les faire entrer dans la disposition spéciale 188, en sachant quand même qu'elle est très limitée, puisque elle va être limitée en puissance ou en masse en fonction du type de batterie que vous avez, hein. Si c'est une batterie lithium-métal ou alliage de lithium, hein, vous avez un contenu de lithium qui doit être maximum à 2 grammes. Si c'est une lithium ionique, hein, vous avez une énergie nominale inférieure ou égale à 100 Wh. Alors, on parle des piles, hein. Après, non, ça, c'est pour les batteries, hein. Pour les piles, on est à 1 gramme, inférieur ou égal à 1 gramme pour les lithium métal et à 20 Wh pour les piles au lithium. Alors, batterie et piles, vous avez des définitions qui sont au 1.2, mais on se rappelle que la plupart du temps, pour les batteries lithium, on fait appel aux définitions du manuel d'épreuves et de critères. Donc, si vous voulez avoir toutes les règles de fabrication et de définition de tout ce qui concerne les batteries lithium, je vous invite à aller voir le manuel d'épreuves et de critères sur lequel on a quand même pas mal de choses concernant les batteries lithium. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui font de la classification, l'ADR se retourne de plus en plus et s'accroche de plus en plus au manuel d'épreuves et de critères qui est émis. Alors, si vous le voulez, je pense que vous devez le trouver sur le site de l'UNES, le manuel d'épreuves et de critères, qui vous permet de comprendre effectivement toutes ces règles de classification. Et pour les batteries lithium, on est à la sous-section 38.3 de la 3e partie de manuel d'épreuves et de critères. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont intéressés pour la classification. Après, il faut avoir une connaissance technique quand même relativement importante. Donc, voilà pour l'exemple des batteries au lithium, hein, avec l'application du 5.2.1.9, étiquette que vous connaissez si vous tournez, alors marque, pardon, parce que c'est une marque que vous retrouvez effectivement au 5.2.1.9. Et pour ceux qui sont en préparation d'examen, qui risquent d'avoir à l'examen, puisque c'est un cas qui est important en termes de connaissances techniques de l'ADR. Voilà pour les dispenses totales. Avez-vous des questions C'était ce que merci, Dominique. pour montrer que j'existe et que j'écoute? Je ne vois rien, donc je pense que Pas de questions. non. Est-ce que j'étais assez clair, cher ami? Oui, je pense que tu as montré surtout la complexité de
de ces exemptions, c'est-à-dire que la nécessité qu'il y a pour ceux qui utilisent, qui transportent très irrégulièrement des marchandises dangereuses, d'être très vigilants là-dessus, parce que ça met bien en évidence là, il existe des, des exemptions, mais qu'elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Bon, je vois, c'est effectivement clair, merci, vient de me dire quelqu'un, donc nous pouvons Bah, continuer. eh On ben, va on continue. on continue. Impeccable. Bon, merci pour cette remarque. Donc, on va prendre maintenant les 3 exemptions. Alors, le 1.3.9, on va quand même aller assez rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose. On s'attardera un petit peu sur le 1.3.4, la mise en place des quantités limitées et le 3.5 des quantités acceptées. Et après, on fera quand même un bel exercice sur le 1.1.3.6 où on parlera d'abord de l'application du 1.3.6 dans le cas général, mais par contre, notamment pour les gens qui font du déchet, euh, je rappellerai quand même l'application du 1.3.6 pour les emballages vides non nettoyés. Alors, je rappelle, hein, application du 1.3.6 emballage vide non nettoyé, ne confondez pas avec emballage vide non nettoyé mis au rebut, hein. Je le rappellerai, mais ça, c'est un numéro nu spécifique, c'est 3509. Donc, on fera bien la différence entre les deux. Voilà pour ça. Donc là, on va, vous voyez, ça a des marques que vous connaissez, hein. Vous avez une marque, la marque du 347 qui est à gauche, hein, la marque dont on parle quand on parle de quantité limitée, qu'on retrouve dans toutes les réglementations, hein, quantité limitée. Et à droite, vous avez la marque du 3542 qui est la marque pour les quantités acceptées, que là on retrouve, mais j'expliquerai pourquoi on en parle beaucoup moins et on l'utilise beaucoup moins. Donc, ces 2 exemptions sont basées sur le fractionnement de la marchandise. Le législateur considère qu'à partir du moment où on a fractionné suffisamment la marchandise, on a réduit fortement le danger qu'elle représente. Et par conséquent, on va pouvoir effectivement limiter l'application des textes. Donc, on réduit effectivement en parallèle les obligations réglementaires qui vont être mises en place pour ce type de transport. Donc, on a des fractionnements qu'on peut dire assez importants où là, allez, si je veux bien résumer l'ADR, on va aller au maximum à 5 litres, 5 kilos. On est sur le 1,1,3,4 et on a du fractionnement qui est très, très petit, hein, où là, on parle en millilitres, hein, avec un maximum de 30 grammes ou 30 millilitres en emballage intérieur. Et là, on va parler des quantités acceptées. Ça, en haut, on a les quantités limitées que vous connaissez, même quelqu'un qui ne connaît pas l'ADR du tout, il le pratique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous achetez un aérosol dans un magasin, bah, vous êtes forcément en quantité limitée. Vous achetez une petite bouteille, allez, on va prendre le langage un petit peu courant de ce qu'on appelle chez nous d'hypochlorite en solution, mais qui s'appelle l'eau de Javel dans le langage courant. Vous achetez une bouteille d'1 litre de ce produit, bah, vous êtes en quantité limitée. Parce que ce produit, il est classé dans l'ADR en 1791. Mais étant donné qu'on a fractionné suffisamment la matière pour qu'elle représente un risque minime, on considère qu'on n'a pas appliqué la totalité de l'ADR. Donc en haut, quantité limitée, en bas, quantité acceptée. Alors, on commence par les quantités limitées. Donc, pour savoir déjà comment ça fonctionne, eh ben, on a un grand tableau qui s'appelle le tableau ADADER. Alors, je vais essayer aussi d'être un peu basique pour les non-spécialistes, hein. Il y a peut-être des spécialistes de l'ADR chez vous, dans les écoutants, mais il y a aussi des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement habitués à manipuler l'ADR. Donc, dans ce bouquin-là, de l'ADR, cette réglementation, on a un grand tableau qui reprend la totalité des matières qui sont classées, hein. Bon, alors, historiquement parlant, je rappelle que ces textes réglementaires qu'on va manipuler, ADR, RID, ADN, sont rédigés à partir du livre orange, hein, qu'on appelle, nous, le règlement type, qui a été émis par l'ONU, hein, qui existe depuis 1957 pour être précis. Et c'est à partir de ce règlement type qu'on décline les textes règlementaires. Alors, règlement type ou livre orange,
si vous avez besoin, vous pouvez le retrouver sur le site de l'UNES et il vous donnera effectivement, vous pouvez télécharger le livre orange dans sa dernière version. Après, vous verrez que ça ressemble un petit peu. Si vous regardez un petit peu aussi, pour ceux qui le manipulent, le CFR 49, qui est la réglementation nord-américaine pour le transport de matières dangereuses, on voit quand même des lignes communes avec le livre orange. Donc, dans cet ADR, on a une liste complète de produits, alors qui est modifiée, alors de plus en plus à la marge, hein. Cette année, il y a eu une seule introduction de produit. Il y a qu'une seule matière nouvelle dans l'ADR. J'ai connu des moments où on en avait, au moins, au minimum entre 15 et 20 à chaque modification ADR. Cette année, il n'y a qu'un numéro ONU qui est apparu, c'est le 3550. Donc, dans ce grand tableau qui reprend toutes les marchandises dangereuses, on a effectivement toutes les caractéristiques de produits par colonne et par ligne. Et dans chaque colonne, ça représente une caractéristique particulière, une classe, une donnée particulière. Donc, pour les quantités limitées, on va retrouver les informations dans la colonne 7A du tableau A, hein. Donc, on va vous la mettre en rouge, là. Voilà, en bleu, je crois que c'est en rouge. Et en fonction du chiffre qu'on va avoir ici, on aura les quantités maximales par emballage intérieur. OK? Donc là, vous avez sur la slide, vous avez 2 dessins. À droite, on va avoir ce qu'on appelle chez nous un emballage combiné. Donc un emballage intérieur assujetti à un emballage extérieur. Ça, c'est la définition du 1.2. Et à gauche, vous avez effectivement un emballage intérieur dans un bac à housse rétractable. Donc beaucoup moins solide et moins résistant qu'un emballage combiné. Par conséquent, les quantités maximales transportables par emballage est plus important pour un emballage combiné, puisqu'il est plus résistant, et bien sûr moins important pour un bac à housse rétractable, parce qu'on le considère comme moins résistant. Donc, si on prend les exemples que vous avez au tableau, dans l'ordre, hein, vous voyez qu'on a on a la même matière avec 3 groupes d'emballages différents. Si vous regardez au tableau, là, ce que vous voyez à la colonne 4, il y a marqué groupe d'emballage 1, 2 et 3. Pour les 3 matières, on s'aperçoit que, par exemple, pour le pétrole brut acide inflammable toxique, en groupe d'emballage 1, on a un 0. Donc ça veut dire quoi 0? Bah, ça veut dire que l'application, ou le transport, de cette matière sous ce groupe d'emballage en quantité limitée n'est pas possible. Donc ça veut dire que j'appliquerai nécessairement la totalité de la réglementation. Je ne peux pas le mettre en quantité limitée. Je pourrais peut-être appliquer une autre exemption, mais pas celle-là. Pour le groupe d'emballage 2, même matière, ce coup-ci, on peut en mettre jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et toujours 30 kg ou 20 kg, soit c'est emballage combiné, soit c'est un bac à housse rétractable. Et enfin, si on le prend en groupe d'emballage 3, on a 5 litres plus 30 kg ou 20 kg en fonction du type d'enveloppe extérieure qu'on va avoir. Alors, concernant la reconnaissance de cette matière, on a une marque que vous avez là, un carré sur pointe avec pointe noire, qui est décrite au 3, 4, 7, qu'on va mettre bien sûr sur l'emballage, alors ou sur le conteneur, hein, ça va dépendre de ce que comment vous l'utilisez, hein, qui va me permettre de savoir si, oui ou non, je suis en quantité limitée. Alors attention, hein, parce que, je répète pour l'avoir vu plusieurs fois, on ne peut pas mettre la marque, quantité limitée et après rouler sous ADR, hein. Si on met cette marque quantité limitée, ça veut dire qu'on applique le 3-4 et rien d'autre. On ne peut pas appliquer, l'ADR en disant: «Je transporte des quantités limitées, mais j'applique toutefois l'ADR». Ça peut se faire sous un 3-6, mais pas en quantité limitée. Donc ça, c'est la première chose, c'est la marque. Obligatoire, et c'est cette marque que vous retrouvez dans vos magasins régulièrement, dès que vous allez notamment, par exemple, au rayon parfumerie, hein, puisque comme je vous l'ai dit, les aérosols sont transportés, allez, dans 99 des cas, en quantité limitée, hein. Et pour l'unité de transport, on a aussi une règle particulière,
qui va… Alors, je vous expliquerai après pourquoi on la met, cette marque, parce qu'elle est importante. Si j'ai un véhicule qui fait plus de 12 tonnes et que dans ce véhicule, j'ai mis plus de 8 tonnes de marchandises dangereuses en quantité limitée, je dois mettre une marque à l'avant et à l'arrière qui représente la marque quantité limitée dans la taille, bien sûr, qui convient pour le véhicule. On va pas mettre l'étiquette qu'on a au 347, mais on aura la même dessin, mais pas les mêmes tailles, bien sûr. On aura des tailles supérieures qui vont ressembler aux tailles qu'on a pour le transport. On a vu tout à l'heure pour le conteneur, c'est 250 par 250. Alors pourquoi je mets cette marque? Bah parce que cette marque, elle a une conséquence sur le transport. C'est que quand on a cette marque sur le véhicule, on est interdit au tunnel de type E. La classification des tunnels qui va de A à E. Bon, je vous rappelle qu'on est au 1.9 pour la classification des tunnels et au 864 pour l'utilisation de du code tunnel. Et effectivement, quand on a ça sur le véhicule, on est interdit au tunnel E, donc on peut passer A, B, C, D, hein, en sachant qu'en France, heu, on a pratiquement que des tunnels E, hein. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a ça sur son véhicule, par exemple, moi je suis à Lyon en ce moment, bah, il passe pas sous Fourvière, parce que Fourvière, c'est un tunnel E. Et le fait de mettre la marque sur le véhicule, ça va me permettre de reconnaître effectivement, l'interdiction de passage et de verbaliser au besoin. Alors de quoi je suis dispensé, ou quelles sont restent mes obligations? On fera un petit résumé après, mais je tiens toutefois à les rappeler, hein. C'est pas parce qu'on est en quantité limitée que rien n'est applicable. Alors déjà, la première chose pour les gens qui sont conseillers sécurité ou qui s'occupent de formation, principalement la formation 1.3. Ça signifie que je serai dispensé effectivement du conseiller à sécurité, puisque l'arrêté TMD sur l'article 6 me permet de ne pas avoir, de conseiller à la sécurité, mais je ne suis pas dispensé de formation au titre du 1.3. Donc ça veut dire que, bah, tous les gens qui sont impliqués dans la chaîne de transport, doivent être formés au titre du 1.3. On commence par le conducteur, bien sûr, s'il n'a pas déjà son certificat 8.2, mais ça peut être aussi, tout le personnel qui charge, tout le personnel qui décharge, et cetera, et cetera. Ça, faut pas l'oublier. On doit appliquer aussi les dispositions spéciales de la colonne 6, sauf cas particulier. On applique, quelque chose d'important quand on fait des quantités limitées, la partie construction des emballages est obligatoire. C'est-à-dire on doit répondre, l'emballage répond au 614, pardon. Il répond au 614, mais par contre, on n'a pas d'obligation ni de l'éprouver, ni de le marquer. Donc ça peut être un carton qui soit pas éprouvé, sans marque, la marque classique qu'on trouve au 6131, mais il doit être construit et fabriqué selon les règles ADR, les règles du S614. Bah, pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas attraper n'importe quel carton, pour mettre en place, pour mettre à l'intérieur des quantités limitées, hein. Formation 1.3, sous quantité limitée. Ça, c'est vraiment le point important, puisque je rappelais que, quand vous êtes sous 1.3, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité, hein, puisque le 1.8 et vous en êtes dispensé au titre de l'article 6 de l'arrêté TMD, mais n'empêche que vous devez avoir les formations 1.3 qui vont bien avec. Formation, obligatoire pour toutes les personnes qui sont dans la chaîne de transport. Ensuite, vous avez bien sûr les dispositions spéciales de la colonne 6 du tableau A. Et quelquefois, elles sont bien gratinées, ces dispositions spéciales. Donc, il ne faut pas oublier, bah, notamment lors de vos formations 1.3, si vous les animez, d'en parler, de rappeler qu'il y a des dispositions spéciales qui s'appliquent pour certains produits. Et surtout, la dernière, ce que je disais avant qu'on soit coupé, c'est que pour la fabrication des emballages, on a l'obligation de respecter le 614 en quantité limitée. Ça veut dire quoi? Ben, et que le 614. Ça veut dire que vous devez fabriquer votre emballage selon les règles ADR, mais
pas de marquage, alors pas d'épreuve et pas de marquage, parce qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de marquage. Donc, si je fais du picking en transport en quantité limitée, ça arrive assez régulièrement dans certaines zones où on fait de la petite distribution et de la préparation de commandes pour le particulier. Bah, j'ai pas le droit de ramasser le carton qui traîne dans un coin pour y mettre effectivement mes matières dedans, puisque, puisque les emballages extérieurs doivent répondre aux caractéristiques du 654. Hein, ça, c'est une première chose. Et inversement, puisque je l'ai vu faire, je rappelle aussi qu'on n'a pas le droit d'utiliser un carton sur lequel est mis une marque quantité limitée pour envoyer des matières dangereuses qui ne sont pas dangereuses au sens de l'ADR, ou des matières, pardon, qui ne sont pas dans l'ADR. Donc, si vous prenez un carton pour envoyer marqué en quantité limitée, pour envoyer des flacons de crème et des crèmes qui sont absolument pas classées, ou du shampoing ou ce que vous voulez, aux clients, bah, hors de question d'utiliser un emballage marqué en quantité limitée, hein, puisque bah, vous êtes verbalisable au titre de l'ADR, puisque vous employez un carton qui n'est pas le bon. Imaginez qu'il y a un incident sur ce carton, effectivement, avec une marque quantité limitée, on va faire venir des secours et des équipes spécialisées pour ça. Or, dedans, c'est pas dangereux. Donc, voilà les règles importantes de transport en quantité limitée. On reprendra un peu, on fera un résumé à la fin de toutes ces petites remarques et règles. Alors, on va passer maintenant aux quantités exceptées. Merci Dominique. Alors, les quantités exceptées, c'est très très particulier. On ne va pas s'y étendre longuement pour la bonne et simple raison, c'est que ce type de conditionnement n'est pas fait pour le transport routier. En fait, il existe depuis longtemps pour ceux qui l'utilisent, mais dans l'IATA, hein. Et donc, on a effectivement fait une petite translation du IATA vers l'ADR. On va le retrouver en R&D aussi, hein, et en ADN. Mais les quantités étant beaucoup plus faibles que les quantités limitées, avec peut-être des contraintes des fois plus importantes en quantité acceptée qu'en quantité limitée, c'est quand même très peu utilisé en ADR. En tous les cas, dans les clients que je connaisse et que je fréquente, on a très peu le cas. Les seuls cas qui me sont donnés pour le travail en quantité acceptée, c'est les gens qui envoient des échantillons d'analyse ou des échantillons de laboratoire par le IATA. Alors pourquoi? Mais parce que simplement, le transport en quantité acceptée représente des quantités très, très, très faibles, hein. Tu nous entends, Brice? Oui, 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 je t'entends, pas de souci. Je vois une J'ai cru. question. Tu peux Oui, mais tourner attends. si tu veux. Oui, oui, pardon. Merci. Alors, première caractéristique, on n'est pas en double emballage pour les quantités exceptées, mais en triple emballage, puisqu'on a un emballage intérieur, un emballage intermédiaire et un emballage extérieur rigide et robuste. Vous voyez, première condition importante, c'est on a une condition de transport particulière, hein. Alors, en sachant que dans les quantités acceptées, on a au titre du 3.5.1.4 une exemption dans l'exemption, hein. On peut encore être exempté de certaines parties du chapitre 3.5 si on respecte les règles du 3.5.1.4 pour les emballages qui sont tout petits, c'est-à-dire emballage intérieur maximum d'1 millilitre ou 1 gramme et l'emballage extérieur maximum de 100 millilitres ou 100 grammes. Dans ce cas-là, on réduit encore l'impact de l'application du 3.5 dessus. Bon, c'est très très particulier. C'est là, on est vraiment sur l'envoi d'échantillons très faibles. Donc voilà pour ça. Merci Dominique. Donc première chose, on rappelle aussi pour les quantités acceptées, on doit respecter, donc là, tout à l'heure, on a reparlé du tableau A et de la colonne 7A. Et bien là, on va se retrouver juste à côté, toujours dans ce tableau A, dans la colonne 7B. Et dans cette colonne 7B, on va avoir une indication alphanumérique, hein, alphanumérique, et cette indication alphanumérique
nous permet d'aller au tableau du 3,5,1,2 qui va me donner les quantités maximales par emballage intérieur et les quantités maximales par emballage extérieur. Donc ça veut dire quoi? Bah, si on regarde vraiment ce tableau, si vous prenez le E1 qui est le moins restrictif, on va sur 30 millilitres en emballage intérieur et 1000 millilitres en emballage extérieur si c'est un liquide, et on parle en grammes si c'est un solide. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des quantités plus que faibles. Donc, ça veut dire que c'est pour l'ADR, transport routier peu utilisé. En dehors de ça, on le voit sur le carton et on va le voir le mieux quand Dominique va tourner la page. Merci. Merci Dominique. Merci Dominique. On a effectivement une marque, hein. Alors, il faut bien faire la différence entre marque et étiquette, hein. Ceux qui ont le malheur de me suivre en formation de conseiller, ils savent très bien que je suis quand même intransigeant sur ce type de mots parce que c'est vraiment important, hein. Donc là, on a une marque, on va avoir une marque sur l'emballage extérieur, bien sûr, qui va m'indiquer effectivement que c'est une quantité acceptée. La marque est décrite dans le chapitre 3.5.4 et pour être précis au 3.5.4.2, marque désignant les quantités acceptées avec des dimensions qui sont fixées par le texte, on est 100 par 100, et le type de marque qu'on va retrouver nécessairement en IATA, hein, avec les numéros des étiquettes de danger et le nom d'expéditeur ou destinataire s'il n'est pas indiqué sur l'emballage. En général, si on fait du IATA, on l'a mis, hein. Un consignee et shipper, on l'a en IATA, c'est indiqué explicitement. Par contre, la première petite étoile, là, celui du haut, je rappelle que c'est le numéro d'étiquette de danger, le premier ou le seul, hein. Ça veut dire que si on a en quantité acceptée une matière qui est multidanger, on n'y met pas la totalité des étiquettes. Alors, on va prendre un exemple, vous prenez 12,30 du méthanol. Le méthanol est 3,6,1. Il doit être 1 ou 2, je crois, en quantité acceptée. Si je le mets en quantité acceptée, bah, je ne mettrai pas 3,6,1 sur cette marque, je mettrai 3. Parce que le texte me dit le premier ou le seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne 5 du tableau A, chapitre 3.2, c'est-à-dire celle qui correspond au risque principal. On ne mettra pas sur l'indication des risques secondaires sur cette marque quantité acceptée. Voilà pour le colis. Concernant, alors on a vu précédemment, je voulais en parler après, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. On a vu qu'en quantité acceptée, on a quand même un nombre maximal de colis à mettre dans le véhicule qui est de 1000. Donc on est limité en taille, par emballage intérieur, en taille, par emballage extérieur, en nombre de colis, par unité de transport ou par véhicule. On a quand même la marque, c'est par véhicule, hein. On a aussi effectivement l'utilisation de la marque sur emballage si besoin est. Donc on a des contraintes importantes. Donc, par contre, prescription non applicable, on n'a pas d'emballage agréé marqué UN, mais on a quand même dans le chapitre 3.5 une petite partie au 3.5.2 sur la fabrication d'emballage et une petite partie au 3.5.3 surtout sur l'épreuve sur les colis. Donc ils ne sont pas marqués et agréés selon le chapitre 6.1.3, mais ils doivent être quand même éprouvés selon le chapitre 3.5.3, qui a quand même une contrainte importante là-dessus. Donc, bien sûr, on n'a pas les étiquettes de danger parce qu'on a vu qu'il y avait une marque particulière. Alors, on est dispensé de signalisation du véhicule. Alors, on est dispensé de documents de transport quand on n'est pas en transport international, hein. Parce qu'au 3, 5, 6, on vous dit que si on fait du transport international, on va retrouver les documents classiques de transport international. Ça veut dire quoi? On va avoir soit une CMR pour le transport routier, soit une CIM pour le transport ferroviaire, soit, alors on ne le mettra pas dans la DGD, mais on le mettra certainement dans la LTA en IATA, hein.
Donc, on va le retrouver dans l'IATA. En IMDG, on aura le connaissement qui va nous permettre aussi d'avoir les informations. Tout ce qui est transport international, on aura une obligation d'indiquer les quantités acceptées dans le document de transport. Par contre, si on fait que du transport routier pur, il n'y a pas de document de transport, ni de consigne écrite. On n'aura pas la formation de base pour le conducteur 8.2, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'obligation d'avoir la formation 1.3. Bon, classique, hein. En dehors des exemptions totales, je vous rappelle que en règle générale, dès qu'on transporte une matière dangereuse, on a l'obligation d'être formé d'une façon ou d'une autre. Soit on est formé au 8.2, tous les véhicules qui portent des panneaux orange seront formés au 8.2, soit on sera formé au 1.3 si on n'a pas le 8.2. Mais il y a obligation, à partir du moment où on a un conducteur qui prend un véhicule où il y a du dangereux, d'être formé. Et alors la dispense du CSTMD, je le rappelle, hein, comme pour le quantité limitée et le 1.3.6 qu'on va voir après, c'est exclusivement en France, hein, puisque l'ADR dit que simplement, elle permet au chapitre 1.8, en 1.8.3 pour être précis, elle permet dans certains cas à l'autorité compétente de dispenser de conseiller sécurité. Maintenant, dans l'arrêté TMD, l'article 6 me le confirme, mais je rappelle que dans chacun des pays signataires des accords ADR, qui sont au nombre de 54, le dernier étant l'Ouganda, on peut ne pas avoir ce petit mot dans l'arrêté et bien sûr imposer le Conseil de sécurité, même pour le transport sous exemption, hein. Donc ça, c'est une petite aparté que je fais pour les gens qui font du transport international, bien faire attention aux arrêtés des pays dans lesquels vous envoyez vos véhicules, puisqu'il peut y avoir des différences avec l'arrêté TMD, et c'est pas parce que l'arrêté TMD dit quelque chose que les voisins disent la même chose. Alors, il y a certains pays qui répondent rapidement si leur poser des questions, d'autres pas du tout. Voilà. La semaine dernière, j'ai posé une question au ministère allemand des Transports et j'ai toujours pas de réponse. Je sais même pas s'ils ont reçu ma question. Voilà pour ça. Donc ça, on reprend à gauche et à droite. Donc à gauche, le 3-4, 1, 3-4, 2 qui renvoie au 3-4 et du 3-5 pour le suivant. Les règles particulières, pour faire un petit résumé de ce qui a été dit. Donc, en quantité limitée, on va avoir la marque sur les colis, engin de transport et véhicules si besoin. L'obligation de formation 1.3 des personnels et des conducteurs. L'interdiction de catégorie E si on a sur le véhicule la marque. Et on doit, ça c'est un point important, il faut que l'expéditeur informe de manière traçable le transporteur. Ça, c'est un point important puisque ça va permettre au transporteur de savoir si oui ou non, il doit équiper son véhicule de marque et la formation du conducteur, si nécessaire, hein. 3, 4, 12, préalablement au transport, les expéditeurs de marchandises dangereuses emballées en quantité limitée doivent informer de manière traçable le transporteur de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter. Ce qui est logique, parce que si vous voulez que le véhicule soit équipé et qu'il soit conforme à la réglementation, bah, il faut informer le transporteur. En rappelant que dans l'arrêté TMD, alors c'est plus ou moins clair, parce que pour moi, c'est pas très clair, parce que mal écrit, mais on demande aux responsables où s'effectue le chargement de vérifier les attestations de formation. Alors, j'ai pas encore bien compris de quoi on parlait quand on parlait d'attestation de formation, puisque si on regarde le texte, on parle de certificat de formation et pour le 1.3, il y a pas d'attestation, mais il est écrit, au 2.1.1 annexe 1 de l'arrêté TMD que le responsable où s'effectue le chargement l'établissement, le responsable de tout établissement où s'effectue le chargement, de vérifier que le conducteur est titulaire de l'attestation de formation. Donc ça peut aussi faire partie des contrôles qu'on va avoir dans les sites en cas de chargement de quantité limitée. Voilà, et pour les quantités acceptées, à droite, vous avez, bon, on l'a dit,
1.3, on n'aura toujours pas, même chose, le conseiller sécurité, on aura la marque pour les colis et quand je vous ai dit, transport international, CMR, CIM ou LTA ou Connaissement, on doit indiquer la marchandise dangereuse en quantité acceptée. Alors ceux qui font du IATA ont l'habitude. Voilà pour ça, tu peux tourner la page, mon ami Dominique. Donc voilà les 2 cas d'exemption importants pour le 1.3.4 puisque je vous ai dit que les dispenses, au titre du 3.3 étaient aussi dans le 1.3.4. Et ben, on va pouvoir traiter les questions, Dominique, si tu en as? Voilà, il y a 2 questions. Tu m'entends, Ah, parfaitement. Bon, très bien. La 1re, un carton avec la marque quantité limitée, est-il possible dans ce carton de mettre, un autre produit qui n'est pas en quantité limitée ou qui n'est pas dangereux? Alors, la question qui se pose, savoir si le chapitre 90 s'applique au titre des quantités limitées, puisque l'emballage en commun, de matières dangereuses et de matières non dangereuses, se trouve au chapitre 90 et si je regarde, le 3.4, notamment le 3.4.1 petit d, bah, le 90 ne s'applique pas. Donc, il n'est pas interdit, par l'ADR de mettre du non dangereux avec du dangereux en quantité limitée dans l'emballage, puisque le 90 ne s'applique pas. Voilà pour la réponse à la première question. Et autre exemple, un produit en quantité limitée et une batterie au lithium Ah en bah, DS 188, c'est la même chose, hein, c'est la même question. eh beh, ça va être pour l'instant, même réponse puisque ça reste de l'emballage en commun. D'accord. Donc pour l'emballage en commun, pour l'instant, c'est dans le texte, c'est pas applicable. Et Et deuxième question. moi, pour avoir lu la 188, il est indiqué nulle part dans la 188 de mémoire, je vais revérifier, qu'on n'ait pas le droit de mettre autre chose dans le colis. Parce que je l'ai vérifié. Je l'ai regardé entièrement tout à l'heure, j'ai pas vu ça passer. Hem, non, il y a pas indiqué, il y a pas indiqué dans la 188 que les batteries au lithium doivent être, effectivement emballées seules. Hop, pour Dernière l'instant question. ouais, ouais, vas-y, continue, je t'écoute, hein. Dernière question. Je transporte des bouteilles de Javel en quantité limitée. Mmh. Mon carton pour l'expédition doit-il être conforme au 614? Oui, oui, vous Voilà. alors on trouve cette réponse tout simplement, je vais vous dire ça tout de suite, 3-4-1, petite f. Puisqu'on vous dit que, les marchandises dangereuses au 3.4.1, les marchandises dangereuses emballées dans des quantités limitées répondant aux dispositions du présent chapitre ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, à l'exception des dispositions pertinentes et on a bien de la partie 6, prescription de fabrication du 614. Mais je répète, 614, il s'agit de construction, donc fabrication d'emballage. Par contre, il y a pas d'épreuve, il y a pas de marquage, mais il doit être conforme au, à la fabrication et donc au 614, à toutes les règles de fabrication, pour les caisses carton 4G. Alors pour être précis, si vous voulez que je vous donne la référence, en caisse carton, on va être, au 61412. Donc si c'est une caisse carton, elle doit être conforme au 61412. D'accord. Voilà pour la 3e réponse. D'autres questions? Je n'en ai pas vu d'autres arriver depuis. Bon, bah, parfait, alors on va continuer, hein. Ça vous convient mes réponses au moins? Bon, bah, personne ne répond, c'est bien. Alors attends, je vérifie quelque chose. Dans le 5.2.1.9 non plus, hein. On me dit pas que le colis qu'on doit contenir uniquement des piles au lithium. Donc c'est pas écrit explicitement que le colis ne peut pas contenir autre chose. Voilà pour ça. Alors pour avoir répondu à ces petites questions, on va passer maintenant, et ben, au 1.1.3.6, le cœur de l'exemption, puisque beaucoup utilisé par, oui, oui, tu peux tourner, Dominique, c'est pas un souci. Beaucoup utilisé par,
par certains, par la messagerie, par des petits transporteurs, pour livrer des clients quand on est aussi, si on a une petite, on est une coopérative agricole, ah bah, c'est pas moi qui vais répondre à ça. Non, non, On est une coopérative agricole, donc coopérative agricole, on peut avoir le commercial qui livre un sac d'engrais ou quelque chose, à son client et il est sous un 3-6. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, qui est parlant, c'est, l'épicier qui livre la bouteille de gaz. Bah, l'épicier qui livre sa bouteille de gaz, il fait un transport matière dangereuse, hein. Puisque le livre à titre professionnel, il fait un transport matière dangereuse. Par conséquent, il transporte sous un 3-6. Classique. Alors peu de gens en sont persuadés, c'est pourtant écrit dans les textes. Donc le 136, il peut être un peu partout. À partir du moment où vous transportez la matière dangereuse, à titre professionnel, ben, vous êtes sous 136, nécessairement. Sans compter que ces limites de 136, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure au tout début, notamment du 1131 petit c, approvisionnement de chantier, on vous dit que vous pouvez transporter jusqu'à 450 litres par emballage, et dans les limites du 136. Donc on a aussi une deuxième conséquence, c'est que, les limites vont être utilisées pour l'approvisionnement de chantier. Donc voilà. Alors pour le 136, il y a plusieurs règles. Bah, la première, c'est de connaître, ce qu'on a effectivement à gauche de ce tableau qu'on a devant nous, la catégorie de transport. La catégorie de transport a été fixée par l'ADER. Alors le plus simple, c'est d'aller la chercher, dans ce fameux tableau A, qu'on a, à la fin du volume 1, dans la colonne 15 du tableau A, on aura nécessairement la catégorie de transport. Alors quelquefois, on a des cas particuliers, on n'en a pas, c'est traité, ça veut dire qu'effectivement, pour l'instant, le transport sous 136 n'est pas nécessairement envisageable. Le WP15 est en train de réfléchir dessus. Je crois il risque d'y avoir une modification là-dessus, de l'ADR 2025, parce que c'est pas très clair, même dans le texte, de savoir si on peut ou on peut pas. Moi, pour l'avoir lu plusieurs fois, c'est pas si clair que ça et on s'interroge beaucoup là-dessus. Donc à partir de ces catégories de transport, on va avoir une quantité maximale autorisée à être transportée, dans le véhicule ou dans l'unité de transport, pardon, pour cette matière ou pour ces matières. Alors là, 2 choix. Soit on a une seule matière et là, c'est très simple. On va au tableau du 11363 et on vérifie effectivement en lecture directe la quantité maximale par unité de transport, en fonction de la catégorie de transport. Après, on fera quelques détails, hein. Soit on a plusieurs catégories de transport différentes dans mon unité de transport et dans ce cas-là, l'ADR dit: «Bah, il faut aller voir le 11364». Et là, il faut rentrer dans les modes de calcul avec les coefficients qu'on va voir tout à l'heure. Heu, alors c'est pas bien compliqué. L'important de ces coefficients, c'est que, je le rappelle, ça a été modifié, heu, alors ça a été modifié en 2019 ou 2021 dans l'ADR, je crois que c'est 2019, où effectivement on a l'obligation maintenant, de rappeler la quantité totale et surtout le calcul. Même si on n'a qu'une seule matière, il faut mettre le calcul avec le total pour qu'en cas de contrôle, on puisse bien vérifier que vous n'êtes pas trompé sur l'application du 136. Alors ça, on le reverra, je vous le dirai, on se dit au 54111 petit f nota 1 pour être précis, hein. Donc voilà, alors les seuils, on l'a vu, hein, on a ce tableau des seuils, mais les seuils seront différents, si vous avez une ou plusieurs catégories. On peut avoir plusieurs produits avec ou plusieurs matières avec la même catégorie, hein. Ça change pas, j'ai qu'une seule catégorie, j'additionne toutes les quantités. Par contre, si j'ai plusieurs catégories, il va falloir passer en mode calcul. Voilà, tu peux tourner mon ami. Voilà. Alors les principales dispenses avant de faire l'exercice complet, donc je rappelle, pas de panneau orange. Alors je tiens quand même à faire une petite précision, que j'ai faite pour le 3-4, mais je vais le faire pour le 1-3-6 aussi.
l'application du 1.3.6, ça reste une possibilité de l'ADR. Ce n'est pas une obligation. Soit je l'applique, soit je ne l'applique pas. Je peux très bien, mon épicier qui transporte sa bouteille de gaz, il peut très bien dire, moi je la transporte sous ADR. C'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'appliquer le 1.3.6. Mais encore une fois, hein, si vous appliquez le 1.3.6, c'est dans sa totalité. Et si vous n'appliquez pas le 1.3.6, vous appliquez l'ADR dans sa totalité. L'ADR ne considère pas des demi-mesures. Donc, qu'est-ce qu'on n'aura pas? Premièrement, pas de panneau orange. C'est le plus important pour nous. Ça veut dire qu'on peut aller à peu près partout livrer sans appliquer les interdictions de circuler qu'on va retrouver dans le code de la route sous la dénomination de panneau B18C. Pas de consigne écrite, pas de règle de déchargement de chargement, pas de formation du conducteur 8.2, mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on transporte de la matière dangereuse, on a nécessairement une formation. Donc celle-là, ce sera 1.3. Pas de sûreté. Alors, pas de sûreté, je vais mettre un bémol puisque ça a été modifié cette année pour la classe 1. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font de la classe 1. Alors, classe 1, y compris certaines matières en 1.4S. Hein. Je vous rappelle, pour ceux qui font ça, le 1.4S est en catégorie 4. Est en catégorie 4. Et en catégorie 4, on est sous le tableau du 1.1.3.6.3 en illimité. Et malgré tout, effectivement, le 1.10 reste applicable. Hein, c'est le tout début du 1.1.3.6.2. On vous dit chapitre 1.10, à l'exception des marchandises dangereuses à haut risque de la classe 1, conformément au 1.10.3.1. Alors, bien sûr, il y a une transitoire hein, dessus. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'appliquer tout de suite. Hein. Donc, je rappelle pour les gens qui ne sont pas spécialistes que l'ADR a mis un chapitre en place, le chapitre 1.6, qui permet d'avoir du temps pour s'adapter aux nouveaux règlements. Donc, ça va d'un an ou 2 ou 6 mois jusqu'à plusieurs années. Et là, dans notre cas, effectivement, on a l'application du 16153, 53, pardon, 16153, qui nous amène jusqu'à 2024. Pour l'appliquer, le plan de sûreté pour certaines matières. Donc ça, c'est important. Vraiment, c'est une modification importante pour les gens qui font de la classe 1, à bien vérifier que leurs matières, maintenant, même si elles sont sous 1.3.6, si elles sont dans le tableau des marchandises à haut risque, elles ne sont pas dispensées du chapitre 1.10. Donc, ça veut dire que ça peut avoir des conséquences importantes sur l'organisation du transport. Ensuite, la construction des véhicules, la partie 9. Mais bon, honnêtement, la partie 9 en colis, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un petit paragraphe au 9.2.1 qui concerne l'équipement des véhicules qui ne transportent pas des citernes. Ça n'impacte pas grand-chose. Et certaines dispositions concernant le transport. Concernant le CSTMD, bon, même chose que pour les autres exemptions. C'est l'arrêté TMD qui vous en dispense au titre de l'article 6. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays vous en dispensent aussi. Alors, ce qui reste obligatoire maintenant. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on va avoir, bien sûr, le document de transport, puisque tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans le document de transport, on allait avoir l'obligation de mettre la totalité des calculs. Les seuls qui n'ont pas besoin de ce document de transport, ça va être les gens qui font du compte propre. Toujours l'exemple de notre épicier qui transporte sa bouteille de gaz pour l'amener à son client. On va être sur du compte propre, lui, il ne fera pas de document de transport. Donc, on a l'appareil d'éclairage portatif au titre du 8.3.4. Bien sûr, l'interdiction d'ouvrir les colis. La formation 1.3, j'en ai parlé. Certaines dispositions spéciales, notamment les CV. Alors, la célèbre, celle qu'on connaît à peu près tous ceux qui font la classe 2, qui ont passé l'examen conseiller sécurité, et c'est sûr et certain, ils ont eu cette CV, celle qu'on appelle la CV 36. Hein, le fait qu'il faut avoir un véhicule ventilé ou un marquage, attention, espace confiné, ouvrir avec précaution. Donc, il y a les CV qui s'appliquent, il y a certaines S, mais c'est principalement les CV qui sont les plus importantes.
Et pour ceux qui font la classe 5.2 avec régulation de température, ou la classe 4.1 autoréactif avec régulation de température, vous avez aussi la régulation de température qui va rester obligatoire. La suite, monsieur Dominique, s'il vous plaît. Voilà, cigarette, toujours pareil, ça je viens de le dire. Voilà. Alors, ce grand tableau du 1-1-3-6-3, hein, tableau magique utilisé. Donc, je vous rappelle que celui-là, on l'utilise exclusivement quand on n'a qu'une seule catégorie de transport dans l'unité de transport, hein. Si on a plusieurs catégories de transport, on va passer plutôt à 1, 3, 6, 4. Donc si vous avez plus faut pas oublier aussi, notamment pour les gens qui font du gaz, et des explosifs, le petit nota qu'on a en bas de tableau, qui modifie certaines quantités. Donc en fonction de la catégorie de transport que vous allez avoir, on n'aura pas les mêmes quantités, ce qui est logique puisque les quantités, on considère que les catégories de transport sont plus ou moins liées au groupe d'emballage, parce que des fois, c'est pas le cas et donc plus le groupe d'emballage est petit, bah, plus le danger est important, donc moins on peut en mettre dans le véhicule. Alors i on a 5 catégories de transport, bah, ça va de 0 à 4. De 0, bah, j'ai rien le droit de faire, ça veut dire que je ne peux pas transporter ma matière sous 136. Je rappelle, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est interdite au transport, ça veut dire que le 136 n'est pas applicable. Catégorie 1, on a 20 kg ou 20 litres. Catégorie 2, 333 kg, 333 litres, 3000 et catégorie 4, illimité. Et ça, c'est important, cette catégorie 4, parce que on va retrouver en catégorie 4 tous les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf figurant sous la catégorie 0. Donc extrêmement important si vous faites du transport d'emballages vides ou si vous remettez au transport des emballages vides. Si la Alors c'est très rare que la catégorie de transport des 0, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Mais si vous n'avez pas de catégorie de transport 0, heu, vos emballages vides non nettoyés, vous les envoyez en catégorie 4. Alors vous s'ils sont mis au rebut, bien sûr, vous les enverrez sous le numéro ONU si la disposition spéciale est respectée, 3509, hein. Puisqu'il y a une disposition spéciale en 3509 qui vous dit, effectivement les matières que j'ai le droit de mettre dans 3509, c'est la 663 et ce 3509 de toute façon, il est aussi en catégorie transport 4. Et si je le mets pas en 3509, je peux effectivement l'envoyer en catégorie 4 en illimité. Ça me permet effectivement de pouvoir, envoyer, un nombre important d'emballages vides non nettoyés et toujours sous un 136. Merci Dominique. Donc les quantités à prendre en compte, bah, ça va dépendre de type de matière. Pour les objets de la classe 1, on va avoir la masse explosive nette. Pour les objets contenant des matières dangereuses comme les petites piles boutons ou les aérosols, on prend la masse brute. Dans les autres cas, bah, c'est la quantité de matière qui compte, les autres cas. C'est vraiment la quantité de matière. Après, on va vous dire si c'est la masse nette ou du volume. Le volume, c'est pour les liquides et pour tout le reste, c'est la masse nette. On aura aussi, pour les gaz, liquéfiés, les gaz comprimés, pardon. Pour les gaz comprimés, on aura, la contenance en eau du récipient. Pas oublier. Pour ceux qui font des gaz comprimés, parce qu'effectivement, par exemple, si on va livrer des bouteilles d'oxygène comprimées dans un VL, heu, pour des particuliers et ben, ça se fait assez régulièrement. On va utiliser effectivement le 136 puisqu'on sera en catégorie 3 et si on prend la contenance en eau, ça des B50, on pourra en mettre, une vingtaine dans le véhicule, avant d'être soumis à la réglementation. Donc ça permet de faire des livraisons aux particuliers sans appliquer la réglementation ou en restant sous le 136. Donc voilà déjà pour les quantités transportées, et qui vont rentrer dans le calcul du 136. On continue. Voilà.
On additionne, moi je ne parle plus des volumes des litres, une fois qu'on a attaqué le 1,36, on oublie les unités de mesure, parce que sinon on n'y arrive plus. Donc on va tourner pour prendre quelques exemples. Donc voilà, un exemple, on a la première, la bouteille de butane, là, c'est alors pour les puristes, hein, il s'agit d'hydrocarbures gazeux, mélange liquéfié NSA, hein, non commercial, butane, mélange A0, A01, A02. Je le dis pour les puristes parce que ça peut choquer certains, d'accord? Donc on est en 1965 au sens de l'ADR. Donc on a une masse brute de 24 kilos, une masse nette de 13 kilos. Comme c'est un gaz liquéfié sous pression, on va s'occuper de la masse nette, donc ça fait 13 kilos. On a catégorie 2, donc on peut mettre, jusqu'à 333 et donc divisé par 13, on peut aller jusqu'à 25 bouteilles. Pour l'oxygène comprimé, effectivement, là, on est en gaz comprimé. Comme je viens de vous le dire, on va s'occuper, de la contenance en eau du récipient. Donc le volume, c'est 50 litres, ce qu'on appelle une B50 dans le métier et effectivement, donc on va pouvoir aller là, c'est pareil, c'est de la cat l'autre, c'est la catégorie 2, là, je suis en catégorie 3, on peut aller jusqu'à 1000, on va pouvoir mettre 20 bouteilles dans le véhicule avant d'appliquer la réglementation complète. Voilà Dominique. Merci. Un exemple simple, on a du 10,90, c'est de l'acétone, on est en catégorie 2, 50 litres. Donc là, si je prends mon tableau, je peux aller jusqu'à 333. Moi, je connais un peu l'ADR, donc j'ai pas nécessairement besoin des images pour regarder et effectivement, si on divise 333 par 50, ça veut dire qu'on peut mettre, 6 fûts, hein, pas 7, hein, parce que 7 on est au-dessus, ça vous avez bien compris, mais 6, donc on peut mettre 6 fûts à l'intérieur de mon unité de transport, hein. On parle bien d'unité de transport, au sens, heu au sens du 11362, on ne parle pas de véhicule, hein. Je fais bien la différence, hein. Alors pour les gens qui ne sont pas spécialistes, le 811 le précise, une unité de transport peut être composée de 2 véhicules. Pour résumer, on va parler, du nombre de cartes grises. Mon unité de transport, elle peut avoir au maximum 2 cartes grises. Au-delà, je ne peux plus transporter la matière dangereuse. Ça, c'est 811. Alors pour les puristes, il existe un accord qui a été passé, avec les pays scandinaves, qui est alors vous le retrouvez sur le site de l'UNES, hein, le WP15 l'a accepté, les pays scandinaves s'autorisent à plus de 2 véhicules. Mais, mais il a été conclu par les commissions de travail du WP15 que, jamais on le mettrait dans l'ADR, que chaque pays devrait prendre ses responsabilités. Si un jour la France veut l'accepter, elle acceptera, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, unité de transport, c'est un porteur et une remorque, un tracteur et une semi-remorque. Ça, c'est une unité de transport. Au-delà, c'est plus une unité de transport pour l'ADR. Donc voilà un premier exemple. Donc je peux mettre, 6, bidons de 30 litres, de 50 litres d'acétone. Si on tourne, on aura un autre exemple. Voilà. Donc calcul avec 2 matières. Donc, je vous ai rappelé tout à l'heure que si j'ai qu'une seule matière, je fais une lecture directe du tableau du 1, 1, 3, 6, 3. Si j'ai plusieurs matières, je vais devoir utiliser le 1, 1, 3, 6, 4 qui m'impose des coefficients multiplicateurs. Alors, coefficients qui vont être utiles, comme je vous l'ai dit, puisqu'on va falloir qu'on les reporte sur le document de transport après. Donc, si on prend deux matières, que va afficher notre ami Dominique. On a 2 matières, on a de l'acétone et en dessous, on a de l'ammonitrate, engrais à base de nitrate d'ammonium du 2067. Donc le premier, il est en catégorie 2, on l'a vu précédemment. Le deuxième, il est en catégorie 3. Donc on a 2 catégories différentes. On ne peut pas appliquer la lecture directe du tableau. On va donc devoir appliquer, le calcul avec les coefficients multiplicateurs, pour trouver un résultat
Et le 1, 1, 3, 6, 4 me dit que si ce résultat, la somme des deux est supérieure à 1000, bah, je suis plus sous 1, 3, 6. Jusqu'à 1000, je suis sous 1, 3, 6. Donc, pour la catégorie 2, le coefficient, donc là, on a 50 litres. On a 4 bidons. Donc, on en a 4 fois 50, ça fait 200. On a en engrais 50, on a 4 sacs, non, 6 sacs. Donc, on a 300. On va donc appliquer les coefficients multiplicateurs pour chacun. Donc, pour la catégorie transport 2, c'est 3. Pour la catégorie transport 1, alors, dans le texte réglementaire, vous ne verrez pas de coefficient. Là, ça écrit la catégorie de transport 1. Sachant que pour la multiplication, le 1 est élément neutre. Ça, c'est les cours de mathématiques. Donc, on peut multiplier par 1. Ça permet d'équilibrer et puis ne pas oublier surtout. Voilà pourquoi nous, à la PTH, on utilise ce coefficient 1. Ça permet de bien avoir en tête la structure et la façon dont vous travaillez systématiquement et de ne pas oublier les coefficients. Maintenant, si vous mettez par le 1, ça ne change rien. Mais ne mettez surtout pas 0 parce que alors là c'est fini, hein. Donc, on va voir 50 fois 4 fois 3, ça fait 600. Et 50 fois 6 fois 1, 300. 600 plus 300, on est à 900. Par conséquent, la somme des deux est inférieure à 1000. Je suis donc, au titre du 1, 3, 6, dans la dispense. Merci, Dominique. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est vraiment important, alors pour ceux qui font de l'ADR depuis bien longtemps, comme moi, puisque j'ai la chance d'être conseiller sécurité depuis 2003. Pour ceux qui font effectivement pour Allô? ceux qui f oui, oui, je suis là. Tu m'entends, Pardon, Dominique? oui, j'ai cru que tu étais parti, c'est pour ça. Non, 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 je suis pas parti, je regardais la question qui apparaissait. Mais je m'en occupe des questions. Ouais. Ça me trouble un peu des fois quand donc effectivement, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient historiquement ont connu l'ADR, il fut une époque, j'ai vu qu'il y avait Christophe qui était là, Christophe doit s'en souvenir, on avait une mention: «Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites sous 1.3.6». Donc cette mention a disparu il y a bien longtemps. Après, on devait mettre effectivement, les catégories de transport. Donc on avait tant catégorie de transport 1, tant catégorie de transport 2, et cetera. Et pour finir, on doit effectivement, mettre la valeur totale calculée. Alors ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 54111 petit f nota 1 qui vous le dit et qui vous dit qu'effectivement, vous devez faire apparaître, si vous appliquez le 1.3.6, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé. Le texte dit explicitement, dans le cas où il est envisagé d'appliquer le 1.1.3.6, la quantité totale et la valeur calculée des marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport doivent être indiquées dans le document de transport conformément au 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4. Donc ça veut dire qu'on doit effectivement mettre une valeur calculée pour les deux. Donc, ben, ce qu'on a fait précédemment, au petit exercice, ça va nous mettre, alors on peut le faire sous cette forme-là, on peut le mettre sous forme de tableau, comme vous le souhaitez, mais pour la maréchaussée, il faut le mettre. Bon, je rappelle que si vous ne le mettez pas, c'est un défaut de document de transport et un défaut de document de transport, c'est 1 500 €. C'est une classe 5, donc ça peut coûter un peu d'argent. Donc là, je mets valeur calculée catégorie 1. Alors ça, je suis pas obligé de le mettre puisque j'en ai pas. Ensuite, valeur calculée catégorie 2, 300. Valeur calculée catégorie 3, 600. Valeur calculée totale, 900. Donc là, j'ai répondu effectivement à la caractéristique qui m'a été demandée par l'ADR au 5.4. En rappelant que pour le compte propre, le document de transport n'est pas obligatoire. Voilà pour le document de transport, hein. Donc si vous avez encore des documents avec la petite mention transport, ne dépassant pas les limites au 1.3.6, j'en ai encore eu dernièrement, c'est qu'ils sont très vieux et que je vous invite à les mettre à la poubelle, hein. Ah oui, je peux rappeler le paragraphe 5.4, c'est le 5.4.1.1.1 petit f nota 1.
Voilà pour. Il n'y a pas de quoi. Voilà effectivement pour les dispenses partielles. Donc, très important de connaître ce qui reste obligatoire. Honnêtement, les 2 choses les plus importantes, en cas de contrôle, ça va être premièrement la formation 1.3. Là, c'est incontournable, elle vous sera demandée systématiquement. Alors, la difficulté avec cette formation 1.3, c'est qu'officiellement, il n'existe pas, d'attestation de formation. Il n'y a pas de modèle, il n'y a rien. Dans les textes réglementaires, si on prend l'ADR et l'arrêté TMD, à l'article 6-1, on vous parle de relevé de formation. On ne parle pas d'attestation de formation ni de document précisant que le conducteur a bien suivi cette formation. Donc ça veut dire que quand il y a un contrôle, si le conducteur ne l'a pas à bord, il faut que vous puissiez le fournir rapidement, puisque le chapitre 8 vous dit que vous devez donner des informations au contrôleur sans délai, hein. Donc ça, c'est écrit dans les textes, hein. C'est au 1.8.1.2, hein. Dans le cadre de l'obligation, donner sans délai aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer le contrôle. Donc ça, c'est une première chose. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire sans délai, puisque, il y a quelque temps, on a une verbalisation parce que le conducteur a mis plus de 3 minutes pour fournir la consigne écrite, au contrôleur et que le contrôleur a considéré qu'il avait dépassé le temps. Ça, je peux pas vous dire, c'est, on répondra après ça. Donc ça, c'est une première chose et deuxième chose, le document de transport, comme je viens de vous le dire, très, très important. Alors, bien sûr, maintenant, il y a des modèles qui sont tout prêts, il y a des logiciels qui vous font, le calcul et qui présentent ça, de façon, avec un tableau qui est tout prêt et au fur et à mesure que vous rentriez les matières, ça fait le calcul et ça remplit le document de transport automatiquement. Donc ça, c'est pas mal. Alors pour ceux qui font du déchet, faites attention, hein, parce que le track déchet, n'est pas conforme à l'ADR et il n'a pas été mis en place pour ça. Je rappelle ce qui a été dit par le patron des contrôleurs, hein, Jean-Michel Piquion, qui nous a dit qu'effectivement, le track déchet n'a pas été fait pour ça. Donc si les mentions prévues, notamment au 5.4.1.1 petit f nota 1 concernant le transport sous 1.3.6, ne sont pas possibles d'être mises dans le track déchets, vous devez faire un document de transport annexe, pour avoir les mentions obligatoires. Et il a été précisé, ça c'est fin juin, oui c'est fin juin, j'étais à Paris avec lui en réunion fin juin, qu'il ne ferait pas de cadeau si c'est pas conforme, il verbalise. Donc voilà les 2 points importants sous 1.3.6, hein, le 1.3 et le document de transport. Moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Il y a quelques questions. Oui, j'ai bien vu. Donc, je vais demander à Dominique de me poser les questions, Voilà. et puis on va y répondre au fur et à mesure. Et Voilà. après, je laisserai la parole à Dominique pour Tu as finir. encore une question, encore le 139 Ah oui, le 1.39, excuse-moi, Dominique, je l'ai oublié celui-là. Tourne la donc, page. Ah, on non, répond aux non, non, questions d'abord. on répond aux questions d'abord. Donc, je transporte 600 litres de produits de catégorie 2, Mhm. mais que parmi eux, seulement 400, mes 400 litres sont en LQ. Puis-je bénéficier du 136? Alors, si je comprends bien, on est en catégorie 2, mais il y a 600 litres. Je reprends la question, hein. Dans ces 600 litres, j'ai 200 litres qui seront sous un 3.6 et 400 litres qui sont en LQ. C'est ce que je comprends. Et alors, c'est très simple. Pour répondre, il suffit de lire le 1.1.3.6.5 que peu de gens lisent. Et je vais vous le lire parce qu'il est extrêmement important et très intéressant. 1.1.3.6.5. Aux fins de la présente section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément au 1.1.3.1a et D, à F, 1.1.3.2 à 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 et 1.1.3.10 ne doivent pas être prises en compte. Donc, je rappelle que les quantités limitées que j'ai entendues dans la question sont au 1.1.3.4.
donc ne sont pas pris en compte dans le calcul. Ça veut dire que si j'ai 200 litres sous 1,36 et 400 litres en LQ, je suis, bien sûr, sous un 1,36. D'accord. Donc, pensez à regarder ça, hein. Si vous faites du transport de dispense mélangé, il faut, notamment sous 1,36, regarder le 1,1,365. Alors, peu de gens le regardent parce qu'il est tout à la fin de cette partie, mais par contre, il est super intéressant. Voilà pour la réponse. Et deuxième question, puisque tu as répondu à la précédente. Deuxième question, si nous avons le même groupe d'emballage, est-il obligatoire de retrouver le calcul x3 dans un tableau? Oui, vaut mieux le mettre parce que alors, si je reprends la formule du document de transport, on vous dit, dans le cas où vous envisagez d'appliquer le 1,36, la quantité totale et la valeur calculée des marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport. Donc, on vous demande bien la valeur calculée. Donc, si on vous demande la valeur calculée, moi, je préconise de mettre la quantité totale, le coefficient et le résultat qui est la valeur calculée. Demandez. Ça vous fait. L'ADR ne demande pas explicitement le coefficient, mais comme elle vous demande la valeur calculée, moi, je préconise de mettre la totalité. Voilà pour la réponse à cette question. Bien. Je reviendrai sur la question antérieure sur les slides, la diffusion des slides. Je reviendrai en conclusion. Mais je te laisserai parler. On Voilà. passe alors rapidement, parce qu'il nous restera un petit quart d'heure tranquillement, au 1,139, le dernier quart d'heure, je le laisserai à Dominique, hein, parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Alors rapidement, le 1,139, pourquoi on l'a intégré? Parce qu'effectivement, il fait partie du 1,136, du 1,1,3, pardon, et qu'on est en dispense partielle, c'est l'application du 5,5,3. Alors, l'application du 5,5,3, je vais quand même aller très très vite, c'est effectivement le fait de transporter des matières sous gaz asphyxiant. Mais je voulais vous en parler parce que c'est ce que j'ai dit au début, c'est une évolution technique de la réglementation, puisque on est en train de, de, de passer le 1845 du CO2 solide vers une classification complète, ce qui est le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'IATA. Donc là, aujourd'hui, il y a, alors dans l'ADR 2019, il n'existait pas, il n'était pas classé. On le mettait uniquement sous 5,5,3 quand il était utilisé pour réfrigérer. Dans ce cas-là, il devait répondre aux règles du 5,5,3 que je développerai un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est toujours sous 5,5,3, mais sous le 5,5,3, on a détaché deux cas. Le premier cas, il va servir d'agent de réfrigération. Donc là, pas de souci, ça n'a pas bougé, c'est comme précédemment. On va l'utiliser, on va mesurer le taux d'oxygène dans le véhicule pour mettre la marque, etc. Mais par contre, il peut effectivement maintenant être envoyé comme 1845 lui-même. Ça veut dire qu'il sera envoyé comme matière dangereuse heu et pas comme agent de réfrigération. Donc on va avoir effectivement des transports de neige carbonique non emballés et on va revenir effectivement, vers une réglementation un peu plus restrictive et sur la marque qu'on va avoir à mettre en place, on devra soit mettre agent de réfrigération ou conditionnement, soit dioxyde de carbone solide. On aura une petite différence là-dessus à mettre sur le document et sur la désignation officielle concernant le fait qu'il soit agent de réfrigération, soit conditionné comme dioxyde de carbone. Voilà pour le 1,39. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Si vous avez des questions, je les répondrai. Voilà, il y en a une là qui vient d'arriver sur le 1,36. Vas-y, je Si vais je, dépasser. Vas-y, je si je t'écoute. transporte je pense que c'est du GNR, parce que je pense que le GVR, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas. De 1000 litres, produit de catégorie 3, est-ce que je peux bénéficier du 1,36? Ben, pourquoi pas? Oui, voilà. On est en UN. Alors, si c'est du GNR, vous êtes en UN 1202. Mm. Non, c'est pas grave. Ah!
En Oui. GRV. Ah, en GRV, d'accord. Non, mais quelle matière? Tu peux me reprendre la question, Dominique? Oui, ben, si je transporte un GRV de 1000 litres de produits de catégorie 3, pardon, Ouais. est-ce que je peux bénéficier du 1,3 suite et c'est un liquide inflammable? Oui, oui, mais pas de souci, hein. C'est à partir du moment où je suis en catégorie 3, je rentre sous un 3,6, le GRV, le GRV est possible. Là-dessus, si vous prenez le 1,3,6, on parle de conditionnement et de colis, hein. Alors pour rappeler quand même, parce qu'il y a souvent des confusions, heu des confusions qui sont faites entre emballage, et colis, hein. Pour l'application du 1.3.6, c'est à partir de la colonne 8 du tableau A. Donc, si on prend, si vous prenez le 1.1.3.6.2, la dernière ligne du 1.1.3.6.2, elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes. Donc, si je prends la définition de colis, ça reprend toute la colonne 8 du tableau A, donc y compris les GRV. Voilà pour la réponse, monsieur Dominique. D'autres questions? Non, moi j'en ai pas d'autres. Bon, bah, là, je te laisse la parole maintenant. Voilà, donc si donc vous avez vu avec dans la présentation que vous a fait Fabrice qu'il y avait beaucoup d'exemptions, beaucoup de cas, que ça demandait parfois un peu de travail d'appréciation. Donc, ben, j'ai envie de dire, il pourrait y avoir un jingle avant le moment pub de la PTH. C'est-à-dire que sachez que pour ce type pour vous aider et vous aider dans le cadre des formations dites 1.3, donc des formations qui sont quand même, pour la plupart des exemptions qui restent obligatoires, c'est-à-dire les formations selon le chapitre 1.3, et dans les modules qui existent aujourd'hui à la PTH, un certain nombre travaillent énormément sur ces calculs-là et sur ces différentes exemptions. Ils sont au nombre de 3 et ces 3 formations sont ben, une formation plutôt destinée à l'encadrement, une formation plus light spécifique colis et une troisième formation qui s'adresse spécifiquement aux gens qui souhaitent transporter en dessous des seuils du 1.3.6. Et donc, dans ces cas-là, ben, vous allez passer une journée à faire des calculs, comme vous l'a montré Fabrice, pour vous amener à être parfaitement opérationnel dans le calcul et l'appréciation de ce transport et éviter que vous soyez pris en difficulté en cas de contrôle routier. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter mes collègues ou moi-même sur les numéros qui sont là. Comme je le disais en ouverture de cette session, je n'insiste pas mais sur les numéros et les noms qui figurent sur ce document, mais sachez que vous aurez accès au webinaire, au podcast du webinaire dans les prochains jours. Il sera publié sur notre site internet ou sur notre LinkedIn. Donc, vous pourrez avoir accès à toutes ces informations, y compris les noms et les coordonnées de vos contacts, qui sont elles aussi de toute façon accessibles sur notre site internet www.apth.fr. Dominique, j'ai vu une question passer là. Ah oui, mais ça, je pourrais y répondre, mais je te laisse Bah, le vas-y, soin. réponds. Bah, réponds. Non, non, oui, vous n'avez pas parlé de l'exemption des boissons alcoolisées en fonction du degré d'alcool. Euh, Disposition spéciale voilà. 144. Rappelez-vous, dans son message, Fabrice a parlé des dispositions spéciales. Effectivement, il y a une disposition en fonction du degré d'alcool, des possibilités de transport, en fonction du conditionnement de l'alcool, oui, des 30,65 ou 11,70. Il y a des dispositions et des exemptions en fonction du degré d'alcool. Et je vous rappelle que, et je ne veux pas dire de bêtises, c'est moins de 25 degrés, 24, les 24. 24, Jusqu'à 24 degrés. ouais, mais moi, tu vois, je prenais 25, les boissons alcoolisées ne sont pas soumis à l'ADR. Alors, Mais on l'a pas abordé, excuse-moi de t'avoir coupé, Dominique. oui, je On t'en l'a pas prie. abordé parce qu'il y a beaucoup de dispositions spéciales sur lesquelles on a des exemptions en fonction des concentrations. Il y a la boisson alcoolisée, on aura le soufre, on aura les oxydes de fer résiduaires. Il y a plein, plein, plein de choses là-dessus. Donc, si je commençais à détailler chacune des dispositions spéciales, on est en nombre de plus de 600, on est à 667, je crois maintenant. Bah, c'est sûr qu'on aurait passé plusieurs jours. Donc voilà pourquoi effectivement, on n'a pas évoqué,
les dispositions spéciales. Je vois une question sur les médicaments, c'est pareil. Il y a une disposition spéciale particulière qui traite des médicaments et qui les exempte, effectivement. Alors, je ne peux pas vous la citer, mais je pourrais vous la retrouver. Si Dominique prend vos coordonnées, je vous fais un petit courriel là-dessus et je vous dirai exactement quelle disposition spéciale est utilisée pour le transport de médicaments. Alors, en sachant qu'on fait attention, parce que pour le transport de médicaments, il y a quand même une règle particulière qui a été mise en place dans l'arrêté TMD. Ça, c'était il y a l'année dernière, parce que c'était au moment du Covid, c'est 2021, je crois, hein. On a pour les distributeurs de médicaments, à l'annexe 1, paragraphe 3.10, un texte réglementaire quand même. Donc ça, ne l'oubliez pas, c'est c'est récent. C'est donc 3.10, livraison assurée par les entreprises mentionnées au 5 de l'article R5124-2 du Code de la santé publique. Donc, si au titre de l'ADR, les médicaments, on a une dispense particulière. Par contre, au titre de l'arrêté TMD, regardez bien cet article 3.10. Il va reprendre certains numéros nus qui sont pour la livraison au titre de la Code de santé publique qui réalise des distributions de médicaments est autorisé à transporter ou faire transporter, voire retirer certaines marchandises dangereuses. Alors ça découle directement de la livraison, notamment des aérosols et du gel hydroalcoolique. Parce que le gel hydroalcoolique, il est classé dans l'ADR. Et on s'est aperçu que tout le monde livrait à peu près tout, n'importe comment. Mais sinon, pour les médicaments eux-mêmes, il y a une disposition spéciale. Voilà pour sa réponse, Oui, Dominique. voilà. Donc ça revient bien à vous reparler donc, de toute la complexité de toutes ces exemptions. Et effectivement, il y a une nécessité, et ça me permet de revenir sur le premier cas, le M2K de cette formation d'encadrement. Il est clair que si votre activité vous amène à ne pas transporter des marchandises dangereuses au-delà des seuils, et donc vous n'avez pas de conseiller à la sécurité, mais si quand même, si vous en faites dans des quantités qui sont en dessous des seuils du 1.3.6, vous avez intérêt à bien vous former pour justement bien maîtriser quand même l'ADR pour pouvoir être capable de trouver les dispositions spéciales sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou les calculs des exemples pour bénéficier des exemptions. D'où l'intérêt de ce type de formation. Voilà. Et je vous rappelle que nous proposons ces formations sous les trois modes que sont le présentiel, le distanciel et le e-learning, et que bien entendu, quand on fait des formations sur mesure ou en intra-entreprise, on s'adapte aux spécificités de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous transportez du gaz, on ne va pas vous parler de liquide inflammable. On vous parlera de gaz et surtout si c'est des gaz de l'air, par exemple, on insistera beaucoup sur les gaz de l'air. Voilà. C'est un peu aussi l'un des éléments que permet l'ADR 1.3, c'est-à-dire une formation adaptée à vos besoins et aux spécificités de votre entreprise. Je rappelle aussi, et ça répond un peu à ta question, Fabrice, que, et alors là, c'est pas la réglementation ADR, mais le droit de la formation qui l'impose, et même, je dirais, la normalisation Calliope à laquelle la PTH dont bénéficie la PTH, nous délivrons à la fin de chaque formation une attestation de stage. Alors, elle répond aux obligations légales du monde de la formation, mais systématiquement, il est rajouté les informations valables selon répond aux obligations du chapitre 1.3 et nous joignons systématiquement le programme de la formation pour être encore plus précis en cas de contrôle. Et je rappelle que ces formations ont quand même une durée de vie limitée. Parce que j'ai eu une question récemment. Ça fait 10 ans que j'ai fait ma formation 1.3. Est-ce que vous pouvez me redélivrer mon attestation? Je pense que 10 ans passés, et Fabrice ne me contredira pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir changé. Donc, n'oubliez pas que ces formations, comme les formations conducteurs, peuvent se recycler, même si ce n'est pas aussi précis que pour la ADR 8.2 où c'est tous les 5 ans. Les formations ADR 1.3 se recyclent elles aussi. Pour Le texte, terminer, juste oui, une chose pour préciser ce que tu viens de dire. Le texte originel du 1.3
ou un 3.3 et vous dit que ça va être recyclé à chaque modification réglementaire, toutefois. Voilà. Donc, alors comme je le dis, pour ceux qui suivent mes formations, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je préconise nécessairement, pas à chaque fois que l'ADR change. Pourquoi? Parce que des fois, les textes, ça bouge pas. Mais par contre, un HSE et puis les contrôles réels vous dirait que effectivement, on peut estimer entre 3 et 5 ans minimum maximum, le renouvellement, en sachant qu'on préconise toutefois un rappel des règles au moins une fois par an. Donc ça veut dire qu'il y aura une réunion de la formation une fois par an avec signature et entre 2 et 5 ans, un renouvellement de la formation. Voilà. Alors j'ai vu, une petite question passer, tu me permets d'y répondre, Dominique? Et je t'en prie. Vous trouvez effectivement l'ADR sous le site de l'UNES, dans les langues que vous avez besoin. Donc, il faut aller sur le site de l'UNES. Sinon, je ne sais pas si nous on l'a à disposition sur notre site, Dominique. On n'a pas le lien. On n'a pas mis le lien. Ben, moi, je le Malheureusement. suis s'il y a besoin, moi, je l'ai chez RID ADR ADN sous forme électronique, si vous l'avez besoin, ça, Au je peux le format, fournir. voilà, Sans au problème format pour ça. PDF et il est gratuit. Ouais. Il est en accès gratuit sur le site de l'UNES de toute façon. Ouais, soit sur le site de l'UNES, soit si vous demandez avec une adresse courriel, moi, je peux vous l'envoyer assez rapidement. Voilà. Je vois que quelqu'un vient de mettre le lien. Bon, bah, parfait. Voilà, vous l'avez sur. Par contre, le RID, je vous rappelle que le RID, vous l'avez pas sur le site de l'UNES, hein, parce que c'est pas l'UNES qui, euh, qui édite le RID, c'est l'OTIF. Donc, il faut aller sur le site de la COTIF pour récupérer le RID en version électronique. Voilà, voilà. Moi, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Je laisse la parole à Dominique. Voilà, donc, et je voulais vous annoncer le prochain rendez-vous que nous avons prévu, qui aura lieu le 1er décembre 2023 et qui portera sur la classification des déchets. Voilà ce que je vous voulais vous dire et je vous remercie à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques, Ouais, je suis vraiment euh, désolé, hein. mais malgré tout, nous avons réussi à faire que ce webinaire se déroule dans des conditions correctes. Et je vous rappelle, je pense en début de semaine prochaine, il sera publié sur notre site internet et sur notre LinkedIn. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi.